Hey, bonsoir, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Pensée Vagabonde, un podcast de Zobidamina, aka moi, I am your host. Je suis pas votre hôte, your host. I'm the ho, you're the ho, we're the host. Comment allez-vous? Comment ça va en cette nouvelle semaine? Là, moi j'enregistre, on est le 2 avril, vous allez récupérer tel un envoi par courriel. C'est quand la dernière fois que vous avez dit le mot courriel? Voilà, pour ma part, ça faisait très longtemps. Je crois qu'un courriel, c'est un courrier, mais en mode par mail. Bref, du coup, en tout cas, l'épisode sera à vous ce samedi. Comme tous les samedis, à partir de 6h du matin, vous avez l'épisode qui est disponible. On commence par les anecdotes de début d'épisode. En fait, cette semaine, il s'est pas passé grand-chose. Donc, voilà. Pour ce nouvel épisode, je voulais vous parler de racisme. Quoi? Non! C'est pas possible! Ça existe ce genre de choses! Non. Alors moi, personnellement, je ne vois pas les couleurs. Non, mais je voulais vous parler de racisme parce que j'ai la sensation que souvent, quand on parle de racisme, les gens qui ne sont pas concernés directement, en tout cas, ont la sensation que c'est un peu un truc genre un peu difforme, une sorte de chose qui n'existe pas vraiment, qui est pas palpable, un truc, ok, on en parle, mais bon, est-ce que ça existe vraiment? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je comprends pas? Ou bien que c'est comme, comme quand on parle de capitalisme et qu'on se rend pas compte qu'en fait, il y a des gens qui prennent des décisions pour que ce monde existe. Et je voulais parler de racisme ordinaire, mais de comment le racisme rentre dans notre intimité et que même avec les personnes qu'on aime parfois le plus au monde, qu'on respecte, qu'on admire le plus au monde, que parfois des outils de survie finalement sont mis en place pour pouvoir justement éviter les violences ou bien protéger les gens qu'on aime. Et du coup, c'est de ces moments-là dont je voulais parler qui, dans notre quotidien de personnes subissant le racisme, justement, mettent à mal jusqu'à nos relations les plus intimes. Et je me suis dit que la meilleure solution, la meilleure manière en tout cas de vous partager cette idée, vous partager cette expérience, c'est en vous racontant trois histoires dans lesquelles je figure, avec d'autres personnes qui sont les personnes avec qui j'ai grandi une très grande partie de ma vie finalement, puisque en fait j'ai réfléchi et en fait la dernière fois ça m'a un peu percuté le cerveau de trois moments où vraiment mes relations avec ma relation avec mon père, ma relation avec ma mère, ma relation avec ma sœur avaient été déjà, c'est sûr et certain qu'elle a été impactée par le racisme, mais des moments, des prises de décision de ma part pour favoriser ou protéger ma relation, ou en tout cas les personnes avec qui j'avais ces relations-là. Donc mon père, ma mère, ma sœur. Donc finalement, sans plus attendre, je vais vous raconter ces histoires. Et puis après, j'ai écrit une petite conclusion, quelque chose que je vous lirai. Et que, voilà, là pour le coup, on est vraiment sur un épisode que j'ai essayé de préparer, je vais pas vous mentir, mais qui va être plus un partage d'expérience. Ça permet aussi de vous rendre compte que quand on parle de violences systémiques, de racisme, de sexisme, de transphobie, de validisme, c'est des violences qui sont inscrites dans le quotidien et qui vont, voilà, encore une fois, jusqu'à impacter parfois les relations les plus intimes, les plus chères à nos cœurs, et que jusque dans ces endroits-là, parfois pour se protéger ou pour protéger les gens qu'on aime, on va jusqu'à abîmer en fait finalement ces relations. Je vais commencer par une première histoire qui s'appelle Ma langue maternelle. Alors déjà, le contexte que je peux vous faire, c'est que mes parents du coup ne sont pas nés en France. Mes deux parents sont nés au Maroc finalement, mais ma mère est algérienne, mon père est marocain. Et du coup, leur langue maternelle, leur langue avec laquelle ils ont grandi, c'est l'arabe, principalement deux langues différentes, puisque ma mère va parler plus l'algérien et mon père le marocain, même si c'est des langues qui se rapprochent beaucoup et que notamment par exemple à l'école, on va plus utiliser un arabe qui va être écrit, un arabe littéraire, quoi. Et du coup, moi je suis né en France et je suis né dans un petit village, dans une petite ville, pas moi qui réfléchis. Non mais je suis né dans une petite ville et j'ai grandi dans un petit village à côté où très jeune déjà on était vraiment les seules personnes racisées, genre vraiment les seuls arabes, surtout dans le petit village on était les seuls arabes et il y avait quelque chose
justement de rentrer dans le moule très jeune par exemple, c'est surtout par rapport à la langue où j'avais quelque chose de... Il fallait absolument que je parle un français parfait. Mes parents parlent très bien français, il n'y a pas de sujet et pourtant, pour vous donner un exemple, j'avais déjà fait un jour un rendez-vous avec ma mère, avec une prof d'histoire qui voulait rencontrer ma mère alors que j'avais des bonnes notes et que tout se passait bien et moi j'avoue j'ai pas très bien compris mais pendant la réunion de parents-profs, vous savez où on fait le tour là où on va voir tous les professeurs, et ben elle voulait, ma prof d'histoire voulait absolument rencontrer ma mère et du coup on arrive, ma mère comprend pas trop pourquoi absolument, il y avait un truc elle avait regardé mes notes, elle était en mode bon bah ça va en vrai et on arrive et la première réflexion que la professeure fait c'est ah mais vous parlez très bien français et en fait elle avait absolument eu envie de rencontrer ma mère pour lui préciser que son enfant était très bon élève ou enfin un peu comme si elle devait être je sais pas surprise ou enfin que ma mère du coup devait être surprise comme si une mère j'ai dit une mère et pas une merde hein, une mère d'enfant racisé devait forcément être surprise par le fait que son enfant ait des qualités comment dire des bonnes notes quoi tout simplement que puisse travailler très bien à l'école enfin que ce soit étonnant donc elle avait absolument la volonté de dire vraiment cette réunion était lunaire hein, c'est-à-dire qu'il y avait rien à dire à part genre non mais votre enfant a des très bonnes notes et après silence quoi il y avait rien de plus ma mère elle était en mode bah oui je sais je vois les notes je sais pas ah mais non mais parce que non mais c'est très bien en tout cas il y avait quelque chose qui était complètement lunaire à cette réunion et c'est pour vous donner un indice des endroits mais en fait j'ai grandi en France donc je suis pas la seule personne concernée par ça hein. Mais du coup très jeune il y a eu quelque chose de je pense en moi de honte de ma langue maternelle de la langue de ma mère quand j'étais très jeune je parlais bien arabe je parlais pas très bien arabe mais je parlais bien arabe et un jour je pense vraiment par comment dire par compréhension du monde qui m'entourait par une volonté peut-être de m'assimiler de ne plus être cette personne différente je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma mère d'arrêter de me parler en arabe et ça c'est quelque chose qu'on se rappelle souvent quand je discute avec ma mère parce que c'est quelque chose de déjà en tant que parent je pense que ça doit être hyper impactant mais c'est quelque chose qu'elle n'a pas oublié quoi et moi non plus en fait j'ai pas oublié qu'un jour je suis rentré et que j'ai demandé à ma mère d'arrêter de me parler en arabe parce que je pense qu'à ce moment-là pour moi la langue arabe il y avait quelque chose de vraiment de se faire remarquer et quand tu grandis dans un espace où tu es la seule personne et moi ça a été vraiment mon cas pendant très 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 longtemps dans ma vie surtout dans ma vie scolaire il y a une volonté de disparaître parce qu'en fait on te regarde déjà moi on me regardait pour plein de raisons mais principalement sur mon arabité sur qui j'étais en tant qu'individu racisé c'était tout le temps remarqué il y avait tout le temps quelque chose et très souvent négatif qui était amené à ça notamment la langue et du coup très jeune j'ai compris que en parlant cette langue par exemple même dans la rue on pouvait se faire remarquer que les gens nous regardaient quand mes parents parlaient arabe que très souvent et même moi je l'avais assimilé cette langue elle pouvait être associée à une sorte d'agressivité très souvent on peut entendre des gens dire ah mais parler arabe en fait c'est un peu genre être énervé tout le temps genre alors que comme par exemple il y a la même assimilation avec la langue allemande par exemple mais c'est pas la même négativité en tout cas j'ai la sensation que une langue qui vient de l'Occident n'a pas la même c'est pas la même négativité qui y est associée et du coup très jeune j'ai eu cette volonté de littéralement me séparer de la langue de ma mère d'effacer et c'est la langue aussi de mon père hein. C'est aussi mais quand je veux dire là dans cette histoire comme vous avez pu comprendre je vais vous parler en particulier d'un rapport avec ma mère après avec mon père et après avec ma sœur mais justement cette langue maternelle la langue de ma mère la langue de mon père la langue de mes grands-parents où j'ai eu à un moment eu envie de supprimer ce lien pour pouvoir passer plus inaperçu pour je pense que ça allait au-delà de passer inaperçu c'est-à-dire que j'avais tellement assimilé cette langue avec quelque chose de négatif disons les choses la langue des terroristes la langue de la violence la langue des violeurs moi je j'ai pas de honte à dire ça parce que c'est ce qu'on va entendre très souvent dans les faits divers à la télé surtout moi j'ai grandi il y avait internet bien sûr mais j'ai grandi il n'y avait pas autant les réseaux sociaux mais donc à la télé c'était très souvent cette demande absolument de se distancier dès qu'il y avait une personne arabe, une personne racisée en général, une personne musulmane, de confession musulmane, ou en tout cas qui se disait de confession musulmane, qui agissait de manière négative dans la société en France. Et du coup, il y a eu vraiment un jour, il faut imaginer quand même, on parle d'un enfant
qui un jour décide de dire à sa mère « Je ne veux plus que tu me parles avec la langue avec laquelle tu as grandi, avec la langue avec laquelle on t'a raconté des histoires quand tu étais enfant, avec la langue avec laquelle tes parents t'ont transmis l'amour, le respect, des idées, l'intellectualité. Je veux que tu arrêtes de me parler avec cette langue avec laquelle toi tu rêves, tu as rêvé en tout cas pendant très longtemps. Parce qu'aujourd'hui mes parents, bon, c'est comme tout, comme quand on apprend une nouvelle langue, je sais pas comment rêvent mes parents, j'avoue, je devrais leur poser la question, mais je veux dire, ça a été longtemps la langue de leur rêve. Et cette langue-là, j'ai décidé à un moment de m'en éloigner. Et si je suis totalement transparent avec vous, transparente, pendant très longtemps, il y a eu un switch à un moment et il y a eu une honte de pas savoir parler cette langue. J'ai eu une chance inouïe, c'est d'avoir une très bonne oreille. Et ça, j'en remercie je ne sais pas qui, mais ce qui fait que j'ai gardé toujours ce truc et je comprends très bien l'arabe. Mais le parler pendant très longtemps, ça va beaucoup mieux maintenant, notamment grâce à la thérapie, ce qui m'a aidé à me rapprocher justement d'encore plus de mon arabité et de retirer cette honte que j'avais pu mettre dessus, que la France, j'ai pas peur des mots, que la France, l'Occident a mis sur mon arabité. Et j'ai eu cette chance d'avoir cette oreille qui soit toujours restée là. Et aussi d'avoir des parents qui n'ont pas arrêté de parler en arabe entre eux, qui n'ont pas arrêté de mettre des séries en arabe. Enfin, je veux dire, l'arabe a toujours et est toujours et sera toujours dans ma vie. Mais simplement, du point de vue relationnel avec mes parents, il y a eu un moment où mes parents parlaient en arabe entre eux, mais ne me parlaient pas à moi en arabe. Moi, ils me parlaient en français. Et aussi, je pense, parce que ils avaient aussi très peur que je ne parle pas très bien français. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai sauté une classe parce qu'en fait, tous les soirs, je savais lire avant mes camarades de classe parce que tous les soirs, je devais lire avec mes parents en français. On avait un livre de lecture avec l'école et moi, je l'avais déjà terminé à peine arrivé à la maison parce qu'il fallait absolument que je comprenne chaque mot. Il fallait absolument que je puisse, et ça, c'est une très bonne idée avec laquelle j'ai grandi, mais que chaque vocabulaire, chaque mot que j'utilise, chaque fois que je m'adresse à quelqu'un, que cette personne, peu importe si elle avait fait de grandes études, en tout cas de longues études, parce que grandes études ça veut rien dire, mais de longues études ou qu'elle n'était jamais allée à l'école, il fallait absolument que cette personne me comprenne. Et pour ça, il y avait une volonté de m'assimiler le plus de vocabulaire, mais principalement en français. Et c'est la première histoire pour vous montrer à quel point, quand on parle de racisme, le racisme, ça s'installe dans chaque strate de notre vie quand on est une personne racisée. Le racisme, ça s'installe dans des endroits où un enfant va aller regarder sa mère qu'elle aime, dans les yeux pour lui dire « ta langue, je n'en veux pas ». On passe à la deuxième histoire. Deuxième histoire, c'est une histoire qui me lie à mon père. Je sais même pas si je crois que ma mère, elle la connaît aussi. Si, j'en avais déjà parlé. Moi, j'ai été en internat. Très jeune, je suis parti en internat, j'avais 14 ans. C'était un internat privé, catholique, d'une violence extrême. Je le précise parce que je sais pas si un jour je ferai un épisode là-dessus, mais je veux dire, si un jour je dois demander des comptes au niveau moula pour me faire rembourser pour la thérapie, les premières personnes qui vont devoir me rembourser, c'est toutes les personnes qui ont été des adultes dans cet établissement. Parce que je peux pas demander trop responsabilité aux enfants. Mais en tout cas, c'était un établissement extrêmement violent. Et j'ai passé ma semaine du lundi au vendredi. Et le week-end, je retournais chez mes parents. Alors je précise tout de suite, j'avais été mis dans cet établissement. C'est moi qui avais demandé d'être dans cet établissement privé. Je voulais aller en internat parce que déjà ça n'allait pas au collège. J'avais fait du public, enfin moi j'ai fait tout en public, privé. Et en fait ça n'allait pas. Moi pour plein de raisons, notamment des raisons d'être une personne arabe en fait, racisée, plein de violences susnommées comme on dit. En tout cas pour cette histoire, le contexte c'est que du coup on est un vendredi soir et je me rappelle il fait beau, il y a du soleil, c'est bientôt la fin de l'année et il est très rare parce que mon père travaillait à ce moment-là à peu près partout dans la France, enfin il bougeait beaucoup quoi, et donc il était très rare qu'il vienne me chercher et je crois que j'avais même pas été prévenu parce qu'il voulait me faire une surprise. Je sors avec mes affaires, avec ma valise, je m'apprête à sortir, c'est même pas ça, c'est que je m'apprête à sortir, je suis en train de discuter avec une camarade, c'est la fin de la journée, encore une fois, dernier cours, j'avais dû avoir des examens, enfin bref, parce que souvent on avait des examens à la fin de la semaine, et là, je vois une camarade de classe, donc la grille elle est ouverte, pour que vous visualisez bien, la grille est ouverte, et il y avait du coup les gens de ma classe, souvent les plus jeunes, enfin des jeunes quoi, qui fumaient des clopes devant, et là, il y en a une qui va pour fumer une clope et qui revient en courant, en hurlant « Il y a un homme bizarre, je sais pas qui c'est, il y a un homme bizarre, non, moi je veux pas sortir, il y a un homme bizarre, il me fait peur. »
j'étais dans un établissement où il n'y avait que des personnes blanches. On devait être genre 3 arabes, 1 ou 2 noirs genre. Et en internat, je ne crois pas te dire de bêtises si j'étais, je crois, la seule personne racisée. Il devait y avoir, je crois que non, à ce moment-là, je crois que j'étais la seule personne racisée. Donc voilà, à ce moment-là, dans mon cerveau, il n'y a pas de, je connais le milieu dans lequel j'évolue et mon cerveau tout de suite me dit, je crois que c'est ton père dont elle parle. Mais il y a ce truc de défense où tu te dis, c'est pas possible. Moi, j'ai très souvent, on va dire, c'est même pas une question d'intuition, c'est qu'en fait, tu connais le monde dans lequel tu évolues. Et donc, très souvent, j'avais ce truc de, ah, je sais de qui ça parle. Et après, t'as envie de te persuader, t'as envie de croire que peut-être que c'est toi la folle. C'est toi la folle de l'histoire. C'est toi qui raconte n'importe quoi. Et je sais plus si elle précise la couleur de peau de l'homme dont elle parle. Mais pourquoi je pense tout de suite à mon père, c'est parce que mon père a la peau très foncée. Je dis souvent mon père a la peau très foncée et je précise pas mon père est noir, mon père est métis, parce que la réalité, c'est que je ne le sais pas. La réalité, c'est que je ne le sais pas. Je sais que mon père a la peau très marronnée, très foncée, mais je ne saurais pas dire parce que c'est très compliqué d'avoir une traçabilité de l'histoire de ma famille marocaine à cause de la colonisation et de la suppression vraiment de l'élimination de tous les papiers qui ont pu être créés. Et pendant très longtemps, en fait, il y avait aussi une impossibilité de créer de garder le fil sur nos ancêtres, aussi parce que mon père est issu d'une famille très pauvre. Donc ça ramène, il y a la pauvreté, mais il y a aussi la colonisation et le racisme, qui fait que du côté de mon père, c'est très compliqué d'avoir ne serait-ce que des photos. Si je peux vous donner un comparatif, j'ai pas un comparatif, mais un exemple. Je n'ai qu'une seule photo de mon arrière-grand-père et arrière-grand-mère du côté de mon père. Et c'est-à-dire que même mon père il a qu'une seule photo de ses grands-parents. Une seule. Donc c'est pour vous dire que quand on parle de, le mot c'est pas traçabilité, mais de l'arbre généalogique de mes ancêtres, sur certains points, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que, encore aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi de le dire parce que factuellement, dans la rue, moi, je suis pas une personne noire. Il n'y a pas de débat. Maintenant, je vois bien qu'il y a une différence de peau entre mon père et ma mère, de couleur de peau. Je vois qu'il y a une différence de couleur de peau entre ma grand-mère et mon grand-père paternel. Je les vois, ces choses-là. Mais donc, c'est encore un peu compliqué de pouvoir nommer ces choses-là. Mais en tout cas, mon père a la peau très foncée. Et dans cet établissement, il n'y a que des blancs. La chose est dite. Donc, à ce moment-là, je termine très vite ma conversation. Je crois que je parle même pas. Je crois que c'est mon ami, ma pote qui termine. J'avais très peu de vraie amitié à ce moment-là parce que j'allais pas bien dans ma vie et j'étais pas avec des personnes avec qui je me sentais très bien et en sécurité tout le temps en tout cas. Et du coup, je laisse la personne terminer sa phrase parce qu'en fait, je suis même plus là. Là, je suis dans un truc d'automatisme de défense. À ce moment-là, je me dis, si c'est mon père, qu'est-ce que je dois faire? La seule solution, à ce moment-là, la seule chose qui m'est donnée de faire, c'est la fuite. Je prends ma valise, je sors et je vois mon père. Mais surtout, je vois pas mon père. En tout cas, je ne vois pas que mon père. Je vois un grand homme avec les cheveux poivre et sel, avec la peau marronnée qui brille au soleil. Je vois un homme habillé avec son meilleur costume beige, et je le sais parce que je connais mon père et je sais qu'il adorait cette tenue, avec ses Clarks. Il avait des Clarks blanches, des Clarks énormes. À chaque fois, je me disais, mais wesh, il a des grands pieds, mon daron. À chaque fois, j'étais en mode, mais c'est quoi ces pieds? Il a des très grands pieds, genre. Même moi, je crois qu'aujourd'hui, ces Clarks, elles me vont pas. Alors que lui, il met mes chaussures. Donc, je pense que je raconte de la merde. Mais quand j'étais plus jeune, je me disais, waouh, les Clarks, elles sont énormes, quoi. Sa ceinture noire. Je vois dans la poche ou en tout cas, je sais que dans la poche de sa veste, il y a son gros portefeuille noir avec toute sa vie dedans, genre ses papiers d'identité, un peu de monnaie. Il avait toujours de la monnaie, mon père, tout le temps de la monnaie, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, il faut toujours avoir de la monnaie. Ses lunettes de vue, pas de soleil, ses lunettes de vue dans la poche avant, ses mains dans ses poches, et il me regarde, et il fait pas un grand sourire, parce que juste mon père n'est pas comme ça, mais il sourit avec ses yeux. Et je sais qu'à ce moment-là, il est fier, et surtout, ça lui fait plaisir, parce qu'il sait que pendant un moment, il y aura que lui et moi. Et même moi, ça me fait plaisir de le voir. Mais la réalité, c'est que cette fierté, ces plaisirs, j'ai pas le temps de l'avoir à ce moment-là. J'ai pas le temps de l'avoir parce que la seule chose que je me dis, c'est il faut que je le sauve. Il faut que là, maintenant, je prenne ma valise, que je lui dise bonjour vite fait. Alors lui, sa manière de me dire bonjour, ça a toujours été de m'embrasser le front. Donc il m'embrasse le front et j'ai pas le temps de bonjour, salut papa, on y va. Et on marche. Et lui, il veut faire la discussion avec moi. Et moi, je sais pas quoi lui dire. Et je crois que je lui dis, mais il y a une élève qui a eu peur de toi et il dit quelque chose comme on s'en fiche. C'est pas grave, c'est juste, elle savait pas qui j'étais. Il sait très bien que c'est du racisme. Il en a vécu toute sa vie. Mais il a pas envie, à ce moment-là, que ce moment entre lui et son enfant soit gâché par une enfant en plus. Une autre enfant. Une autre enfant que ses propres parents n'ont pas su éduquer. Une autre enfant qui est un produit, tout comme moi, hein, mais un produit de la France. Mais mon père, c'est pas un produit de la France. En tout cas, pas que, parce qu'il est pas né en France.
différence. Et donc à cet endroit-là, encore un nouvel exemple de ces moments qui peuvent être arrachés, ces moments de fierté, ces moments de bonheur, ces moments d'amour qui sont arrachés par le racisme ordinaire, qui sont arrachés par une peur irrationnelle d'un corps racisé. Et je le dis parce que c'est important de le préciser, aussi parce que c'est ce que je pense, vraiment, hein, parmi tous les parents, je veux dire, je connais mon père, je sais qu'il a fait attention à comment il allait s'habiller. Je sais qu'il est pas bête et qu'il s'est dit, je vais aller dans un endroit où il y a des gens qui vont potentiellement avoir beaucoup de jugement. Et malgré tout ça, sa présence a effrayé une enfant. A effrayé, on parle bien d'effrayer. Parce que je me rappellerai toujours toute ma vie de ce moment où je vois cette camarade de classe qui hurle et qui crie comme si quelque chose, je sais pas ce qu'on lui a mis dans la tête à part les informations probablement. Et je rentre chez moi et je suis très en colère. Probablement que je suis en colère contre lui, en tout cas que je lui jette ma colère alors que c'est pas sa faute à ce moment-là. Probablement que je me terre dans le silence. J'avoue que je me rappelle plus très bien parce que je suis en colère et que j'arrive pas à lui parler. Probablement qu'on va boire un café et que je lui dis 2-3 mots parce que je suis saoulé en fait. Et je reviens le lundi. Et le lundi, j'aurai la confirmation de tout ça. Parce que le lundi, quand j'arrive et que je crois que je fumais à l'époque, je m'allume une cigarette avant le début des cours et il y a cette camarade de classe qui vient me voir et qui me dit mais c'est qui cet homme? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi t'es parti avec lui? T'es sûr que tout va bien? Et je n'ai même pas le temps d'être en colère, j'ai même pas le temps d'expliquer quoi que ce soit. Je dis juste que c'est mon père, j'éteins ma cigarette et je me casse. Et je suis obligé de passer à autre chose. Parce que je suis obligé d'aller en cours, parce que je suis obligé de continuer la vie et de garder cet espoir de peut-être un jour le monde changera. Spoiler alerte, non. En tout cas pas pour le moment, il évolue vers le mieux, mais la société, le système raciste dans lequel on vit existe toujours et la vie continue. Voilà, c'était encore un exemple de ce racisme ordinaire qui abîme les relations jusqu'à abîmer les plus intimes. Donc je vous ai donné un exemple avec ma mère et là je donne un exemple avec mon père. Et là on va passer à la troisième histoire. La troisième histoire qui s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle, la troisième... Je sais plus. Mais la troisième histoire qui est avec ma sœur. Donc je crois que j'en ai jamais parlé et probablement que j'en parlerai plus jamais parce qu'en fait je parle très peu de ma mif en général et très peu de ma sœur. Mais il s'avère que j'ai une petite sœur, enfin une plus jeune sœur. J'aime pas dire une petite parce que factuellement je crois qu'elle est plus grande que moi en taille en plus. Bref, c'est une personne extraordinaire. Je suis pas là pour voilà, c'est une personne extraordinaire que j'admire énormément et même si probablement que Miley Cyrus elle est problématique, mais un jour Miley Cyrus elle a présenté sa petite sœur Noah Cyrus dans un concert et elle a dit I wanna be her when I grow up. Et en fait moi c'est un peu ça, genre. Puis maintenant, parce que j'ai fait une thérapie, mais pendant très longtemps, je voulais être ma sœur quand je serai grande. C'est-à-dire que voilà, ma sœur c'est period genre. Je vais vous raconter cette histoire. Du coup ma sœur qui est plus jeune, à un moment de sa vie et encore maintenant, elle était étudiante. Et comme toute personne qui a grandi dans une petite ville, qui a pas grandi à Paris ou dans une grande ville quoi, et ben il y a un moment où quand tu veux faire des études, tu dois partir et tu dois pouvoir trouver un appartement. Et c'est là que la difficulté commence. Comme si vous êtes une personne racisée que vous écoutez cet épisode, vous savez très bien que trouver un appartement, déjà c'est galère, c'est-à-dire peu importe, hein, racisé par racisé, surtout aujourd'hui en 2026, trouver un appartement c'est une galère monstre, surtout dans les grandes villes, surtout à Paris, la capitale de la France. Mais quand t'es une personne racisée, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que tout te fait défaut. Ton prénom, ton nom de famille, ta gueule, si t'as pas fait les bonnes écoles, c'est encore autre chose. Et encore, les bonnes écoles, on s'entend. Hein. Les bonnes écoles, c'est la moula. Les bonnes écoles, c'est la moula, c'est tout. Et en tout cas, pour l'histoire que je vais vous raconter, parce que j'ai pas du tout envie de raconter la vie de ma sœur, je vais raconter juste un petit moment où elle cherchait un appartement. Comme tous les étudiants, les étudiantes, jeunes étudiantes, trop cool. Elle va je crois que c'était pour un stage ou je ne sais plus très bien. Elle cherche un appartement. Trop bien. C'est une expérience de merde, mais let's go, genre trop bien, genre c'est trop cool de voir ta petite sœur, genre qui est en mode genre je vais aller faire mes études et puis même si la vie est compliquée, tu mets toujours un peu ce rêve de genre je quitte les parents et puis je vais étudier plus loin quoi, dans une autre ville quoi. Donc moi je la vois, je suis en mode genre trop cool machin et donc elle fait plusieurs visites qui sont négatives comme vous vous en doutez et elle y va souvent avec ma mère. Pourquoi ma mère? Parce que, soyons clairs, et dans tout ce que je dis, il n'y a aucune... en fait, si vous n'êtes pas une personne racisée, probablement que vous allez trouver que ce que je dis, c'est problématique. Et si vous êtes une personne racisée, vous allez très probablement comprendre ce que je dis. Mais elle y va souvent avec ma mère, parce que ma mère, je dirais que si elle fait un brushing, on peut croire que c'est une prof d'espagnol. Une prof de langue en général, genre. Et si elle ne dit pas son prénom et son nom de famille, on peut se dire, genre, Zarma, c'est... Allez, on sait pas. Peut-être qu'elle est espagnole. Et moi, je trouve que pas du tout. Mais comme les gens ils connaissent rien, comme les gens ne savent pas ce que c'est comme il y a beaucoup de gens qui pensent que si t'es noir, tu peux pas être marocain, genre.
Si t'es une personne noire, tu peux pas être une personne algérienne. Si t'es une personne d'origine chinoise, eh ben tu ne peux pas être marocain. Tu peux pas avoir grandi au Maroc, ça n'existe pas. T'es en mode si Mago en fait. C'est juste que tu connais rien à la vie en fait. Juste tu connais rien à la vie. Que en fait être d'origine d'un pays, ça veut pas dire être racialisé de cette manière. Enfin bref. Et du coup elle fait beaucoup d'allers-retours avec ma mère, mais ma mère elle a un taf en fait à la base des bases. Donc il y a un moment elle peut pas faire tous les allers-retours avec elle. Et parce que comme je vous ai dit, ça permet aussi pas de jauger, mais en gros c'est comme si ma mère parfois elle sert un peu, alors elle sert à plein de choses ma mère heureusement, mais elle sert aussi parfois à se pied dans la porte, parce qu'il y a ce doute, de mais ok peut-être qu'en fait c'est une blanche, peut-être que c'est une française. Ma mère est française, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est peut-être d'origine bassin d'Arcachon, j'en sais rien, je connais pas la France. Je sais pas quoi c'est. Bassin d'Arcachon, je sais pas où c'est. Mais voilà, comprenez. Et bassin d'Arcachon, MDR. Et du coup, elle va souvent avec elle. Et un jour, ma mère peut pas y aller et je dis si tu veux, je peux venir avec toi. Et en fait, avec ma sœur, on se regarde et il y a tout de suite cette chose, on le sait. Et je lui dis mais en fait non, ça sert à rien que je vienne avec toi. Parce qu'en fait, si je vais avec elle, c'est pas quelque chose de positif. Si je vais avec elle, je ne viens pas avec. Je suis pas la carte avantage que tu présentes à l'agent ou l'agente immobilière. Je suis pas la carte avantage que tu présentes au propriétaire de l'appartement. Je suis pas la carte avantage que tu présentes à la police. Parce que moi, peu importe comment je me sens dans mon corps, peu importe qui je suis réellement, mais la manière dont je suis perçu dans le monde, je suis un homme arabe, d'autant plus grand de taille. Donc je la regarde en rigolant et en fait, il y a tout ce truc où on se sait. En fait, je suis pas une carte avantage. Je suis pas cette chose positive qui va l'aider à avoir un appartement. Au contraire, moi je suis la personne dont les gens ont peur dans la rue très facilement. Je suis la personne qui a le plus de chances de se faire arrêter dans la rue. Je suis la personne qui, si je vais avec elle visiter un appartement, il y a de grandes chances qu'on lui dise non. Je suis la personne qui va peut-être empêcher ma propre sœur d'avoir une discussion directement avec le ou la propriétaire parce que je suis cette menace. Je suis ce terroriste. Je suis cette chose violente qui existe dans l'espace public. Je suis cet islam radical. C'est ce que je suis dans l'imagerie de raciste de beaucoup de personnes françaises. Donc cette histoire, elle est beaucoup plus courte comme vous pouvez l'entendre, mais c'est encore un autre endroit où un moment qui aurait pu être beau, un moment de partage entre dans une adelphité, quelque chose de soror, quelque chose de beau quoi, de moi qui accompagne ma petite sœur pour trouver son premier appartement pour son stage qu'elle va grave kiffer, ou encore à cet endroit-là, le racisme, il vient t'arracher cette possibilité, il vient t'arracher cette joie, il vient t'arracher ce partage. Et ça, il faut savoir que en tant que personne racisée, surtout grandissant en France, ou en tout cas en Occident en général, j'ai la sensation, et même aux États-Unis je pense, on le sait très jeune. C'est-à-dire que demandez autour de vous, il est très probable que même deux meilleures amies qui se trouvent toutes les deux à être deux meufs noires, et elles vont peut-être se dire en fait, ok, je vais visiter cet appartement, en fait avec cette agence c'est très compliqué, donc je te conseille pas. Puis l'autre elle va dire mais moi j'ai visité cette agence, vas-y plus, j'ai trouvé mon appartement plus facilement. Peut-être que si on y va toutes les deux pour le même appartement, on risque de pas l'avoir, ou bien moi en tout cas je suis pas choqué par cette idée. C'est comme des couples queer, des meufs lesbiennes par exemple qui sont en couple et qui vont y aller avec leur meilleur ami gay, et en fait ils vont faire semblant d'être un couple pour avoir l'appartement. C'est ça la réalité du monde dans lequel on vit. Les violences systémiques, c'est ça qu'elles font. Elles sont pas juste là pour t'empêcher de vivre en général, te mettre des bâtons dans les roues en général, te fatiguer chaque jour, chaque seconde de ta vie, te retarder sur chaque décision, sur chaque action. C'est pas juste ça. Elles sont là pour rentrer dans chaque interstice de ton cerveau et te mettre ces plafonds de verre même dans tes relations les plus intimes, les plus chères, avec les personnes que tu admires parfois le plus. Voilà, c'était mes 3 histoires de racisme ordinaire. Mes 3 histoires de petites choses du quotidien que l'on fait en tant que personne racisée pour éviter la violence. Le racisme, c'est galérer de trouver un job, galérer de trouver un appartement, avoir des amendes tous les jours, se faire arrêter par la police sans arrêt, devoir prendre responsabilité d'événements négatifs qui ne nous concernent en rien, avoir des difficultés de se faire aimer sainement, avoir des difficultés à s'aimer soi-même sainement, et c'est lutter chaque jour pour exister. Mais le racisme, c'est aussi la solitude, c'est parfois faire le choix, conscient ou inconscient, mais toujours par nécessité, de s'éloigner de ce qui fait de nous l'étranger, l'immigré, comme ils disent, de première génération, deuxième, troisième génération, car c'est bien connu, on peut immigrer sur plusieurs générations. Humour, je me permets. C'est s'éloigner de son pays, de sa culture, de ses traditions, de sa langue, des gens qu'on aime par sécurité. C'est s'éloigner pour survivre et pour aider l'autre à survivre.
Pour finir cet épisode, je vais vous lire un extrait de ma nouvelle Vue sur mer, où justement je parle de ça. Pendant longtemps, je lui en ai voulu de ne jamais être rentré dans le rang, d'avoir été le barbare de ces histoires de blancs, d'avoir été plus libre que moi face à ces géants. Je me suis souvent demandé s'il regrettait d'avoir fait des enfants, si sur son plan de vie, la responsabilité de notre existence était un fardeau, si tous ses rêves s'étaient éteints à notre arrivée. Puis j'ai écouté la difficulté de s'être battu pour survivre et de voir une part de soi vivre dans l'insouciance de pouvoir se nourrir. J'ai vécu la honte de justifier continuellement la valeur de sa présence dans un monde qui n'admet même pas ton existence. J'ai compris la volonté d'abandonner, de fuir, de quitter le navire pour ne pas périr sous leur violence. Et j'ai réalisé qu'en s'éloignant, en s'effaçant jusqu'à l'oubli, comme une preuve de son amour, il espérait que nos similarités se délitent pour que nous ne subissions pas cette même haine qu'il avait supportée. Alors j'ai pardonné. Merci beaucoup. Vraiment, changement d'ambiance, ma grande. Non, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas un peu trop saturé là au niveau du son, parce que parfois quand je parle, j'entends mes oreilles qui font genre... En tout cas, voilà, c'était un épisode un peu différent peut-être de ce que je fais d'habitude, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet-là. Ça m'a vraiment pas interpellé, mais j'avais envie de vous partager en fait l'intimité où va se loger ces violences du racisme en fait, mais qui sont pas juste à l'extérieur, quoi, qui sont au plus profond de nous-mêmes. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ma grande. Et puis voilà, quand on se retrouve la semaine prochaine, tous les samedis à 6h du matin, vous avez un nouvel épisode, ma grande, ma belle, ma go. Et voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente semaine. Et voilà, la semaine prochaine, un gros bisou. Mouah.